Et vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez. Et dans l'actualité ce soir, le président de la République, Paul Kagame, a présidé ce mardi le Conseil des ministres qui a échangé, entre autres, sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le gouvernement du Rwanda a annoncé de nouveaux prix du gaz de 1260 francs rwandais par kilo, ce qui fait la joie de la population sur toute l'étendue nationale. L'organisation Transparency International Rwanda déplore l'augmentation du taux de corruption au cours des 3 dernières années dans le pays. Et bienvenue encore une fois à ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimwe. Le président de la République, Paul Kagame, a présidé ce mardi le Conseil des ministres qui a échangé, entre autres, sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce Conseil des ministres se réunit alors que le Rwanda a déjà atteint ses objectifs de vacciner au moins 30% de la population avant la fin de cette année de 2021. Et le centre biomédical du Rwanda intensifie entre-temps les activités d'administrer la 3e dose de vaccin pour les personnes âgées au moins de 18 ans dans le pays. Une campagne qui a débuté par la ville de Kigali, mais qui doit s'étendre sur d'autres parties du pays. Le dernier Conseil des ministres, en date du 28 novembre dernier, avait décidé une quarantaine de 7 jours pour tous les passagers qui entrent au Rwanda en provenance des pays qui ont déjà enregistré les cas de contamination du nouveau variant Omicron de Covid-19. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le nouveau variant du virus de Covid-19 est la preuve que la pandémie est loin d'être éradiquée et qu'ainsi l'on doit rester vigilant. Le président Kagame s'adressait ainsi aux participants à la première édition de la conférence sur la santé publique sur le continent africain. Suivons le chef de l'État. The inaugural conference on public health in Africa is an expression of our continent's commitment to forging a new public health order for Africa. Cette conférence est la première sur la santé publique en Afrique. Et c'est la preuve que notre continent veut mettre en place un programme solide réjouissant le fonctionnement du nouvel organe de santé publique en Afrique. Je remercie la Commission de l'Union africaine sous la direction de Moussa Faki Mahamat et le directeur de l'Agence africaine de lutte contre les maladies CDC, le docteur Ngenga Song, pour ne pas avoir accepté que les moments tels que ceux-ci passent sans qu'on puisse montrer clairement ce dont l'Afrique a besoin et ce qu'elle ambitionne. Le nouvel ordre de santé publique repose sur 4 éléments essentiels où nous avons déjà réalisé de bons progrès, mais il y a encore beaucoup à faire et rapidement. Nous devons d'abord renforcer les capacités et le professionnalisme des organes sanitaires. L'Agence africaine de lutte contre les maladies a fixé une ligne solide en période de pandémie et cela a aidé nos pays à trouver du matériel pour le dépistage et la protection et des vaccins. We cannot continue to rely on external funding for something so important to our future. Nous ne pouvons pas continuer à nous appuyer sur des financements externes pour quelque chose d'aussi important pour notre avenir. Troisièmement, et étroitement lié à cela, il faut investir beaucoup plus dans les systèmes de santé nationaux. La capacité à mettre en œuvre des programmes de santé essentiels, y compris des campagnes de vaccination de masse régulières, dépend de la qualité des services de santé nationaux et de la confiance que le public leur accorde. Et enfin, continuons à travailler ensemble pour mettre en œuvre le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique. Cette initiative historique lancée en avril de cette année par notre président, le président Tshisekedi, a déjà catalysé de nouvelles initiatives de fabrication de vaccins dans divers pays africains.
Le renforcement des capacités de fabrication est le seul moyen de s'assurer que l'Afrique ne reste pas à la traîne en ce qui concerne la fabrication des médicaments pour sauver des vies. Le nouveau variant Omicron prouve que la pandémie est loin d'être éradiquée. Nous devons rester vigilants et agir avec le sens de l'urgence et du but, à la fois en tant que continent et avec nos partenaires du monde entier. Far from over. We must remain vigilant and act with a sense of urgency and purpose, both as a continent and together with our partners around the world. C'était là le président Paul Kagame qui s'exprimait à l'occasion de la conférence sur la santé sur le continent africain. Le gouvernement du Rwanda a annoncé de nouveaux prix du gaz. Les prix qui est de 1 260 francs rwandais par kilo, ce qui fait la joie de la population. Et ces nouveaux prix interviennent 10 jours après que le Premier ministre ait rassuré les changements pour soulager la population qui était tant affectée par ces prix si élevés. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Pendant 2 mois, les prix de l'essence qui ne cessaient de grimper ont poussé de nombreuses personnes à se plaindre, incitant les parlementaires à interroger le Premier ministre sur cette question. Nous y travaillons de telle sorte que toutes ces questions puissent trouver une réponse dans 10 jours maximum. 10 jours est la date limite à partir d'aujourd'hui. Le nouveau prix des gaz par kilo est de 1 260, c'est-à-dire à partir de ce mercredi, 3 kilos coûteront 3 780 francs rwandais, 6 kilos 7 560, 12 kilos 15 120 francs, 15 kilos 18 900 et 20 kilos à 25 200 francs rwandais. L'analyse incluant la prise en compte de l'origine de ces prix de cuisine, de son voyage depuis les régions d'outre-mer et de son transport depuis les villes portuaires d'Afrique de l'Est jusqu'à notre pays. Tout cela a été pris en compte. Il a été décidé que des ajustements devaient être apportés au prix. La population a plutôt bien accueilli cette nouvelle, d'autant plus que cela avait affecté de nombreuses familles. C'est une bonne nouvelle, car les prix avaient trop grimpé dans certaines parties de Kigali, à tel point que certains d'entre nous étaient revenus au charbon de bois. Les gens avaient cessé d'utiliser les gaz à cause de son prix élevé, utilisant à nouveau du charbon de bois ou de bois de chauffage pour cuisiner. Les gens sont heureux que cela ait maintenant changé pour le mieux. Le gouvernement avait, pendant un certain temps, encouragé un plus grand nombre de personnes à utiliser les gaz pour cuisiner en raison des avantages environnementaux notamment. Si toutes les écoles utilisaient le gaz, toutes les maisons et d'autres zones urbaines aussi, pas seulement Kigali, ce serait très bénéfique. Nous voulons, pour réduire la quantité de charbon de bois et de bois de chauffage que nous utilisons, afin que nous puissions non seulement améliorer notre propre santé, mais l'environnement aussi. Le gouvernement a donné aux commerçants l'assurance qu'ils ne subiraient pas de pertes en raison de nouveaux prix et a souligné que les intérêts de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs, étaient pris en compte lors de la fixation du nouveau prix après consultation des importateurs. En 2016 seulement, 2,4% des ménages du pays utilisaient les gaz pour cuisiner et depuis l'année dernière, ces chiffres avaient plus que doublé pour atteindre 5,6%. L'objectif du gouvernement est de réduire le nombre de personnes qui utilisent des charbons de bois et le bois de chauffage de 79% à 42% d'ici à 2024. L'organisation Transparency International Rwanda déplore l'augmentation du taux de corruption au cours des 3 dernières années, alors qu'au cours des 4 dernières années plus tôt, le niveau de la corruption au Rwanda avait diminué de 1% en général. Kassim Youssouf.
L'enquête sur la corruption au Rwanda que l'organisation Transparency International Rwanda a publiée ce mardi révèle que le secteur privé est classé en tête des secteurs très corrompus et qu'au cours des 3 dernières années, le niveau de corruption s'y est multiplié par 3. Rwanda Bribery Index 2021 montre qu'actuellement, dans le secteur privé, la corruption est à hauteur de 9,8% par rapport à 4,2% en 2019 et de 7% en 2020. Au moment où le secteur privé détient plus de 90% du marché de l'emploi au Rwanda, l'offre d'emploi y est très corrompue car environ 70% de ceux qui versent des pots de vin dans ce secteur sont les demandeurs d'emploi. La directrice de Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, dit que cette situation est préoccupante. Cette 12e enquête sur la corruption au Rwanda révèle également que le secteur de l'éducation est gangréné par la corruption et que le service de réaffectation des enfants est classé 3e parmi les services corrompus au cours de cette année. Bien que les instances de base soient classées 5e parmi les organes très corrompus, c'est le service en charge des autorisations de bâtir qui occupe la 2e place de ceux qui sont corrompus, car parmi les 4% qui versent des pots de vin au niveau des instances de base, environ 61% les versent pour l'obtention de l'autorisation de bâtir. Le ministère de l'administration locale indique que lors des récentes élections au niveau des instances de base, la population a retiré sa confiance aux dirigeants corrompus et ne les ont pas plébiscités et qu'on espère qu'avec le nouveau mandat, le niveau de corruption va davantage diminuer. Nous pensons que la nouvelle direction des instances de base, en particulier au niveau du district, les conseils consultatifs et exécutifs mettront beaucoup d'efforts sur cette question afin que les lacunes existantes puissent être comblées et la corruption éliminée. Et n'oubliez pas que cela peut être fait parce que la volonté politique existe dans notre pays et que le renforcement des capacités est également à la vitesse supérieure, la loi étant respectée et la technologie utilisée comme une solution à long terme, car lorsqu'elle est utilisée correctement, elle comble ses lacunes et quiconque essaie de se livrer à la corruption est exposé. En général, le secteur privé se place en tête parmi les plus corrompus à hauteur de 9,8%. La branche de la police nationale chargée de la sécurité routière en 2e position à hauteur de 7,6%. L'Office rwandais de régulation à la 3e position à hauteur de 4,4%. Certains organes sont par contre félicités pour le progrès qu'ils ont réalisé dans la réduction de la corruption dans leurs services et en tête l'on cite l'Office rwandais d'investigation RIB où la corruption a diminué d'environ 6%, passant de 7,1% en 2019 à 1,2% cette année. Parlons justice à présent. Le procès Claude Muhaimana se poursuivait ce mardi à la cour d'assises de Paris. Et depuis Paris, nous sommes rejoints par notre collègue Gratien Hakolimana. Gratien, bonsoir. Bonsoir Jean Damascène. Oui, vous avez suivi l'audience de la journée à la cour d'assises de Paris. Quelle était l'ambiance de la journée? Que peut-on retenir de cette journée? Ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que la Cour a entendu les parties civiles, dont toute la journée a été dédiée ou consacrée à l'audition des parties civiles, c'est-à-dire les représentants des victimes, à savoir la famille ou le couple Gauthier, qui est constitué d'Alain Gauthier et d'Afrose Mukarumongi Gauthier, qui ont fondé le collectif des parties civiles et qui a porté plainte contre Claude Muhaimana. Donc les deux ont défilé à la barre successivement. Mais avant eux, il y avait le représentant d'Olibuka France, notamment Marcel Kavanda, qui était aussi au tribunal, qui a témoigné sur l'histoire du génocide. Alors,
Alain Gauthier est revenu sur les activités de ce collectif, notamment dans la lutte contre l'impunité, en retraçant où se trouvent les personnes soupçonnées d'être impliquées dans les crimes de génocide au Rwanda. Aussi, son épouse Daphrose Gauthier est revenue principalement sur son histoire personnelle, donc l'histoire du génocide, en expliquant comment les membres de sa famille ont été décimés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Alors, quand nous avons eu une interview avec Daphrose Gauthier, elle est revenue sur l'importance de ce genre de procès du génocide qui se déroule ici en France. Ben, vous savez, on apprend toujours des choses à travers un procès. Un procès, c'est un long processus. Forcément, nous, on fait du terrain, mais on ne voit pas tout le monde. On voit quelques parties civiles, on voit quelques témoins, mais après, c'est le parquet qui instruit, c'est le juge d'instruction qui instruit et qui apporte des éléments devant la cour d'assises. Donc, évidemment, on a appris énormément. Vous savez, un dossier de cour d'assises, c'est un dossier énorme, c'est énormissime, c'est des pages et des pages, c'est 25 000 pages, je ne sais pas, c'est peut-être même plus. Donc à travers toutes ces pages-là, vous imaginez, il y a énormément d'informations, il y a énormément d'éléments, et il y a énormément d'histoires, il y a énormément de notre histoire. C'est l'histoire du génocide, c'est l'histoire de Bisesero, c'est l'histoire de Karongi, c'est l'histoire du stade de Gatkwaro, c'est l'histoire de Nyamishaba et de toutes ces collines environnantes. Alors, Daphrose parle des collines de Kivuye, sur lesquelles se sont déroulés différents massacres perpétrés contre les Tutsis qui s'étaient réfugiés sur ces collines. Alors, les avocats de la défense ou les avocats des partis civils sont revenus également sur les accusations, les faits qui sont reprochés à Claude Mouhaïmana notamment. Ils ont dévalorisé la Libye de la défense, notamment le fait que Mouhaïmana serait un simple maillot ou bien un petit poisson dans l'exécution du génocide, faisant valoir que dans le génocide, il n'y a pas de rôle simple parce que c'est une machine, c'est une entreprise et chacun donne sa contribution selon les avocats des partis civils. Alors, un autre argument avancé par les partis civils, c'est que donc le fait que Mouhaïmana est soupçonné d'avoir apporté mobilité ou aider dans le cadre de la mobilité ou le transport des miliciens qui se sont rendus sur différents sites de massacres. C'était un élément aussi à ne pas négliger. Donc, ils ont indiqué que les experts ou les témoins experts ont expliqué que au Rwanda, avoir un véhicule, avoir un moyen de déplacement pendant le génocide est quelque chose de très important pour l'exécution ou la mise en exécution du carnage. Alors, donc c'est pour ces éléments-là que les avocats des partis civils ont insisté. Aussi, ils ont demandé à la Cour de dévaloriser les différents documents qui ont été produits par la défense de Claude Mouhaïmana parce qu'ils ne sont pas fondés, ne sont pas authentiques, ne sont pas crédibles. Ils ont mentionné notamment un ordre de mission qui porte à peu près 2 semaines que le chauffeur, l'ancien chauffeur de Guest House aurait dépensé pour la mission de Kivuye à Ruhengeri pour les funérailles d'un gendarme qui était tué sur la colline de Karongi. Notamment, c'est un gendarme qui est appelé Mwafrika, dont l'assassinat a été suivi par une attaque de grande envergure contre les Tutsis qui étaient réfugiés sur la colline de Karongi. Donc, en peu de mots, c'est ce que je peux dire sur le déroulement des audiences de ce mardi, Jean Damascène. Oui, Gratien, merci. J'allais vous demander, est-ce que la partie civile a terminé son audition ou bien ça se poursuit demain, ou bien si ils ont terminé, quel sera l'agenda de la Cour demain?
Alors, ce mardi était dédié au parti civil et demain, je crois que c'est la défense qui va être auditionnée. Et après l'audience, ce sera le tour du ministère public pour donner son réquisitoire. Et après ça, ce sera la Cour qui va délibérer. Donc, d'ici jeudi ou vendredi, on saura ce que sera le verdict de ce procès. Oui, merci Gratien. Évidemment, vous continuez à suivre pour nous le déroulement de ce procès. Merci, portez-vous bien. Oui, bonsoir. Et la suite de ce journal, la direction du fonds d'épargne connu comme Ejoheza indique que ses membres ont triplé par rapport à l'objectif fixé pour 7 ans. Ceux qui travaillent avec ce fonds se réjouissent du fait que leur avenir est rassuré, même s'ils n'ont pas de salaire régulier à présent. Suivons les détails avec Amandine Ndikumasabo. Dembe Juvenal, un homme de 63 ans, est parmi les premiers membres du fonds Ejoheza établi en 2018. Il explique l'importance de l'épargne pour lui et pour sa famille lorsqu'il ne sera plus en mesure d'effectuer les activités quotidiennes rentables. Je suis content car, dans ma vieillesse, je ne serai pas un fardeau pour mes enfants ou pour la société. Ma famille va également bénéficier de ce que je suis en train d'épargner aujourd'hui. J'aurai une bonne vie et c'est une bonne chose de prévoir pour l'avenir. La plupart des habitants dont les résidences sont voisines de là où ce fonds est situé pensaient que pour y épargner de l'argent, ils doivent avoir un salaire mensuel. Il y a de cela 3 ans que ce fonds a été établi dans le cadre d'assurer la retraite de ceux qui sont actuellement en train d'épargner, leur permettant de bénéficier d'un montant spécifique à partir de 55 ans pendant une durée de 20 ans. Jusqu'à présent, autour d'1 800 000 personnes ont déjà ouvert un compte dans Ejoheza, alors que ce fonds avait pour objectif qu'en 2024, ce nombre soit autour de 700. C'est quelque chose d'appréciable. Au cours de 3 ans, ce fonds a déjà enregistré 20,5 milliards de francs rwandais. Le responsable de Ejoheza, Gatera Augustin, explique que les Rwandais comprennent de plus en plus le concept de l'épargne. Nos analyses prouvent que la plupart des inscriptions dans le fonds Ejoheza constituent les personnes de la première et deuxième catégorie sociale. Leur nombre est l'équivalent de 67%, tandis que celles de la troisième catégorie font 31% et 7% pour la quatrième catégorie. La direction du fonds Ejoheza affirme qu'à l'avenir, le nombre de membres va s'accroître et que ce fonds va beaucoup contribuer au développement économique du pays. Ejoheza a été établi le 14 décembre 2018 au Conseil national de dialogue ayant pour objectif de collecter des fonds qui serviront pour assurer la retraite des personnes âgées, d'autant plus que l'espérance de vie des Rwandais a été revue de 45 à 68 ans. L'Institut national des statistiques au Rwanda se félicite des avancées réalisées dans divers domaines du secteur de la santé, d'après le rapport sur l'enquête démographique et sanitaire de la population 2019-2020. Je vous propose de suivre ce récit que nous livre Patrick Nyiridandi. Le rapport de l'Institut national de la statistique sur la santé publique et le bien-être, qui doit être mis en œuvre au cours des 5 prochaines années, comprend des statistiques qui montrent les différents niveaux de l'état de santé de la population ainsi que la santé reproductive. Les mesures prises comprennent une moyenne de 6 enfants et plus par femme en 1992 à 4 enfants par femme en 2020. En termes de planning familial, il est passé de 58% en 2020 contre 6% en 2000. En 2019-2020, 98% des femmes ont accouché à l'hôpital contre 26% des femmes qui ont accouché à l'hôpital en 1992. Les décès d'enfants de moins de 5 ans sont passés de 151 pour 1000 nouveau-nés à environ 45 enfants. Selon le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, alors que les citoyens continuent de s'informer, la qualité de vie s'améliore également. Vous avez remarqué une différence significative entre ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas. À cela s'ajoutent maintenant ceux qui ont fréquenté l'école primaire, d'autres secondaires et puis d'autres encore l'université. Vous pouvez voir la différence. C'est-à-dire, plus on reste longtemps à l'école, plus on évite certains dérapages de la vie.
La fille, qui reste plus longtemps à l'école, se fixe des objectifs. Ainsi ne va pas tomber enceinte prématurément. Et puis plus tard, elle va appliquer un planning familial en essayant d'espacer les naissances de sa progéniture d'au moins 2 ans. Évidemment, cela a des répercussions sur la réduction de la mortalité infantile. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que le problème des malnutritions et de retard de croissance est de 33% contre 38% en 2015 et qui vont mener des campagnes en profondeur. Nous étions en train de demander à ces scientifiques de l'Institut national de la statistique de nous préparer des explications compréhensibles pour la population afin de prévenir au lieu de guérir. J'ai même demandé que les écoles primaires et secondaires qui forment des adultes de demain puissent créer des clubs où ces élèves suivront des formations de base qui leur permettront d'être des parents exemplaires dans tous les domaines dans le futur. La province du Nord compte 41% d'enfants en retard de croissance. La province de l'Ouest, 40% d'enfants en retard de croissance de moins de 5 ans. Le Sud, 33% et la ville de Kigali, 21%. Au premier rang se trouve le district de Ngororero avec 50%. Le district de Kichukiro avec 10% d'enfants souffrant de malnutrition et de retard de croissance. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal au nom de toute l'équipe et de la télévision rwandaise qui a contribué à sa réalisation. Jean Damascène Manishimwe, je vous remercie. Prenez soin de vous et surtout, ayez à cœur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit encore dans le monde.